qui va faire une présentation sur la non-révélation aux soignants du statut VIH et de la prise de traitement antirétroviral lors de l'accouchement à Guinée, à Conakry en Guinée. Et c'est une partie des résultats, on va dire, de l'essai Diavina qui est en cours, un essai qui est financé par l'ANRS. Merci Karine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, donc, au nom du groupe Diavina, je vais vous présenter ces résultats donc, sur la non-révélation du statut VIH et du traitement antirétroviral lors de l'accouchement. Donc, c'est des résultats préliminaires d'un essai qui est en cours, donc on n'a pas encore les résultats de l'essai, mais je vais vous présenter ces données. Donc, vous connaissez tous le contexte de la problématique des enfants infectés par le VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre, et donc de façon assez impressionnante, alors que la prévalence du VIH est faible, aux alentours de 2% en Afrique de l'Ouest et du Centre, on a finalement à peu près la même proportion, quasiment presque la moitié des enfants qui naissent avec le VIH naissent en Afrique de l'Ouest, alors qu'on a des résultats beaucoup plus favorables en Afrique de l'Est. Et donc c'est évidemment lié à, malgré tous les progrès, les difficultés d'accès au traitement des femmes infectées par le VIH, la PTME, mais aussi des chiffres très bas d'accès au diagnostic virologique précoce et bien évidemment un accès aux antirétroviraux qui est très limité chez les enfants. Donc vous savez que l'OMS, en novembre 2015, a prévu des stratégies différenciées pour le traitement prophylactique des nouveau-nés en fonction de niveau d'exposition, en séparant les enfants à haut risque, dont la mère ne connaissait pas son statut VIH lors de l'accouchement et celle qui était traitée, et que bien évidemment, comme toujours, ces recommandations sont évidemment intéressantes, mais l'application sur le terrain est intéressante à étudier. Alors pour en revenir à la Guinée, donc, il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits, mais la Guinée reste un pays avec des ressources particulièrement limitées. Et on avait un premier travail qui a été fait en 2013 avec le programme national. Et on avait à ce moment-là, sur une période de 9 mois, constaté que dans les deux principales maternités de Conakry, en CHU, il y avait près de 90% des femmes qui déclaraient ne jamais avoir été testées pour le VIH au cours des consultations prénatales avant l'accouchement. Donc on avait mis en place un test dit de rattrapage pour faire le dépistage à l'accouchement. Et comme vous voyez, peut-être que j'ai une petite flèche, dans 40% des cas, le test n'avait pas pu être fait à cause de rupture de tests de dépistage. Par contre, quand il était proposé, il y avait une acceptation qui était tout à fait excellente et on avait trouvé donc une prévalence aux alentours de 4%, à peu près le double de la prévalence qu'on a dans la population adulte en Guinée. Les données de 2015 montrent quand même des améliorations. Alors déjà, la première chose, c'est la décentralisation qui est très importante en Guinée, puisqu'il y a 16 millions d'habitants et quasiment 300 sites de prise en charge de PTME, avec un dépistage au niveau national qui atteint maintenant 60%, mais des grandes disparités régionales, puisque par exemple, la Nzérékoré, la zone forestière, qui était l'épicentre de l'épidémie d'Ebola, le dépistage est évidemment beaucoup moins bien réalisé. L'accès au traitement antirétroviral, l'option B+, est maintenant en place et a priori près de 9 femmes sur 10 qui sont dépistées ont accès au traitement. Par contre, l'accès au diagnostic précoce pédiatrique reste excessivement limité puisque à peine 10% des enfants ont accès au diagnostic et ceux qui ont une infection qui est diagnostiquée de façon précoce, il n'y en a finalement que 40% qui accèdent au diagnostic. Donc, vous voyez l'enjeu des problèmes et tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est à partir de ces constatations qu'on a donc conçu ce projet dont l'objectif principal est d'évaluer l'opérationnalité d'une stratégie qui combine un diagnostic précoce, donc dès la naissance par PCR puis tous les 3 mois, et un traitement antirétroviral préventif renforcé. L'idée c'est de faire des trithérapies AZT3TC névirapine, la même proposition thérapeutique qu'on fait aujourd'hui dans les pays du Nord pour les enfants à haut risque, avec une durée par contre de 12 semaines en rapport avec les nouvelles recommandations de l'OMS, de façon à pouvoir avoir un allègement protégé le temps que les femmes sous traitement antirétroviral aient une charge virale indétectable. Et donc les enfants à haut risque sont définis avec les critères de l'OMS. Ceux dont les mères ont une infection VIH qui a été traitée moins de 4 semaines avant l'accouchement ou les mères dont l'infection VIH a été diagnostiquée lors de l'accouchement. Il s'agit d'une étude donc prospective qui est monocentrique, interventionnelle, non comparative. Ça ne nous semblait pas éthique de mettre un bras comparateur compte tenu des données qu'on a dans les pays du Nord et qui se fait donc dans le service de pédiatrie de maternité du CHU Ignace-Dine en Guinée. Donc, je vais vous montrer ces résultats préliminaires sur les inclusions. Donc, sur cette période de 10 mois, on a eu 5000 accouchements.
proposition du test de dépistage a été fait de façon très systématique, 99% des femmes, et donc ça, il faut saluer le travail des sages-femmes, parce que l'activité là dans la maternité d'Ignace-Digne, il y a environ 600 accouchements par mois. La durée de passage d'une femme qui vient accoucher est aux alentours de 4 à 5 heures. Elle vient 1 ou 2 heures avant d'accoucher, et quasiment toutes les femmes sont sorties 3 heures après. Donc il y a des accouchements 24 sur 24, le week-end. Donc vous imaginez le travail des sages-femmes d'arriver à faire le counseling, le test, dans cette activité très intense. L'acceptation est très bonne, donc aux alentours de 95%, et le taux de séropositivité est de 2%, donc de façon intéressante, ça a pas mal baissé par rapport aux données d'il y a 3-4 ans, mais ce sont des chiffres qu'on voit finalement un peu de façon régulière dans cette zone. Et à partir de là, donc, on a pu identifier qu'à peu près la moitié des femmes étaient à haut risque. Donc quelques-unes avaient un traitement antirétroviral débuté quelques semaines avant, 8 femmes. Et pour 41, l'infection par le VIH était découverte lors de l'accouchement. La plupart d'entre elles ont été incluses. Il y a juste un refus, il y a 2 refus, et sinon, malheureusement, la plupart des personnes pas incluses, c'était des personnes qui sont décédées au moment de l'accouchement. Les premiers résultats en termes de caractéristiques, donc on a 43 femmes qui ont été incluses, 8 avec un traitement antirétroviral de moins de 4 semaines et 32 avec un VIH découvert lors de l'accouchement. C'était toutes des femmes asymptomatiques, un âge moyen de 29 ans et des CD4 assez élevés, donc 400 en médiane. La charge virale aux alentours de 5 logs, donc une situation tout assez classique. Mais par contre, grande surprise, et ça c'est les avantages de la recherche sur le terrain opérationnel, c'est que chez les femmes qui étaient sous antirétroviraux depuis moins de 4 semaines, 6 sur 8 avaient une charge virale indétectable. Et beaucoup plus intéressant, pour les femmes qui ont découvert leur infection VIH lors de l'accouchement, la moitié avait une charge virale indétectable. Donc, bien évidemment, on a essayé d'investiguer, donc c'est les résultats de ce que je vous présente aujourd'hui, pour analyser les causes et les facteurs associés à ces charges virales indétectables lors de l'accouchement. Donc on a d'abord fait de façon rétrospective à partir de la plasmathèque des analyses virologiques et pharmacologiques qui ont été faites donc avec des Western blot, des charges virales VIH au laboratoire de Viro à l'hôpital Necker, des dosages pharmacologiques à l'hôpital Bichat. Puis après on a fait une enquête quantitative à partir de questionnaires pour essayer de voir éventuellement les difficultés sur la compréhension du protocole, les motivations et les éventuelles difficultés. Donc, on a pris donc, sur les premières femmes qui étaient dans cette situation, donc 6 femmes découvrant l'infection VIH et 4 femmes avec un traitement antirétroviral de moins de 4 semaines. Donc, première chose qui nous a rassurés, c'est qu'elles étaient bien toutes infectées par le VIH. Une des inquiétudes, c'est qu'on a eu par exemple des faux positifs avec les tests de dépistage, même si la proportion était telle que ce n'était pas explicable, mais donc, au moins elles étaient bien infectées par le VIH. Deuxième chose, c'est qu'on a eu la confirmation que les charges virales VIH étaient bien indétectables, donc confirmant la qualité du diagnostic virologique qui est fait sur la plateforme Opera du laboratoire de l'INSP. Donc on a exactement les mêmes résultats, donc ce n'est pas un problème technique et on n'avait pas d'inquiétude là-dessus. Et puis, quand on a dosé les antirétroviraux, on s'est rendu compte que la totalité de ces femmes étaient sous traitement antirétroviral avec des taux le plus souvent thérapeutiques. On a après donc fait des questionnaires qui ont été passés par les assistantes psychosociales pour essayer de voir quels étaient les facteurs associés à la non-révélation du statut. Et donc on a de façon un petit peu systématique, même si on n'a pas évidemment des dosages pour toutes ces patientes, considéré que toutes les femmes qui étaient dans la catégorie découverte de l'infection VIH lors de l'accouchement avec une charge virale indétectable étaient des femmes qui n'avaient pas révélé leur statut et la prise du traitement. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a regardé donc, un certain nombre de facteurs, je vous ai mis les principaux. Donc, de façon intéressante, sur le partage du statut VIH, comme c'était dit tout à l'heure, il n'y a pas de différence entre ces groupes, alors qu'on se serait attendu à ce que ça ressorte de façon intéressante. Ce qui ressort finalement, c'est vraiment le désir des femmes de bénéficier d'un meilleur traitement préventif pour leur enfant, qui est vraiment quelque chose qui est assez net, et donc même si c'est des petites analyses univariées et d'effectifs modestes, clairement donc cette volonté de pouvoir bénéficier d'un meilleur traitement. Et puis le deuxième point tout à fait considérable, c'est la difficulté à parler du VIH qui est très fort dans ce groupe-là. La confidentialité qui nous paraissait un problème important ne ressortait pas. Il n'y avait pas non plus de problème de compréhension du protocole, alors que pourtant la plupart des femmes n'étaient pas scolarisées.
Donc, bien évidemment, ces résultats sont limités, c'est des résultats préliminaires, des effectifs réduits. On est quand même dans le cadre d'une recherche opérationnelle, donc il y a évidemment des biais au fait qu'on soit dans une étude où il y a tout un encadrement qu'on n'a pas dans la vraie vie. Mais quand même, il y a quelques éléments qui sont intéressants. Bon, tout d'abord, c'est quand même les progrès de la PTME en Guinée. Je vous ai montré les résultats en 2013. Vous voyez que là, quelques années après, la PTME est vraiment, le dépistage du VIH est vraiment effectif en Guinée. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et après, même si on corrige avec ces sous-déclarations de traitement antirétroviral, il y a encore 25% des femmes, pourtant en CHU à Conakry, qui découvrent leur infection VIH lors de l'accouchement. Donc ça reste tout à fait intéressant d'avoir des stratégies différenciées. L'autre point, évidemment, qui ressort, c'est la difficulté de déclaration du statut VIH lors de l'accouchement, donc en rapport vraisemblablement avec l'autostigmatisation et la stigmatisation, qui est quelque chose d'assez fréquent en Guinée, comme dans tous les pays à faible prévalence, évidemment, qui nécessite encore beaucoup d'actions pour qu'on arrive à progresser. Ce qu'on peut aussi tirer de ces résultats préliminaires, c'est que si on a uniquement des éléments déclaratifs sur la prise d'antirétroviraux, ça va être très compliqué de mettre en place les recommandations de l'OMS pour une stratégie différenciée, ce qui veut dire que possiblement, une fois sur deux, on va exposer des enfants à des traitements prolongés. Les recommandations de l'OMS ne sont pas une trithérapie, mais l'association AZT-Nevirapine pendant 12 semaines dans ce genre de situation. Et peut-être qu'on va exposer inutilement de nombreux enfants à un traitement par AZT prolongé. Et donc clairement, si on veut arriver à avoir une stratégie adaptée, on a vraiment besoin de développer l'accès à la charge virale chez les femmes sous antirétroviraux en fin de grossesse. Et c'est vrai que dans les recommandations de l'OMS, on a beaucoup parlé de l'accès à la charge virale. Il y a une recommandation de faire une charge virale tous les 12 mois, mais il n'y a pas, c'est pas mis en avant que c'est très important de faire des charges virales aux femmes en fin de grossesse. Et donc pour finir, je voulais remercier l'équipe, en particulier l'équipe qui travaille sur le projet en Guinée, et tout particulièrement donc les deux assistantes psychosociales qui sont donc membres d'une association de patients vivant avec le VIH, qui ont une activité très importante pour accompagner les femmes dans ces activités quotidiennes de dépistage, de soutien, et qui sont absolument importants à la réalisation de ce type d'études. Et puis aussi saluer donc le directeur du programme national en Guinée, le docteur Koïta, qui soutient ces études, qui fournit les traitements et qui est intéressé, enfin c'est très important qu'il soit bien impliqué pour éventuellement la pérennité de ce type de projet pour améliorer la prise en charge du VIH pédiatrique en Guinée. Je vous remercie. C'était vraiment passionnant. Comment vous êtes revenu vers les mères après ? Alors, en fait, par rapport à la redécouverte d'infection VIH. Alors déjà, bon, les mères étant suivies, donc on n'avait pas de problème de perdu de vue, donc ça c'était facile. Elles étaient revues de façon très régulière parce qu'elles ont un suivi au moins mensuel, voire plus au début. Donc ça, donc on les voyait régulièrement. Et l'idée en fait n'a pas été de leur poser la question directement parce que ça nous semblait trop agressif. Donc c'était des questions qui étaient assez ouvertes sur justement la difficulté de parler du VIH. Est-ce que vous pensez que c'est fréquent que des personnes aient du mal à parler de la prise de traitement avec les soignants pour telle ou telle raison? Donc on a fait effectivement des questionnaires très ouverts. Donc ça, c'est on va dire un travail assez préliminaire qu'on a fait un petit peu dans l'urgence parce qu'on était vraiment choqués par ces résultats et avec surtout cette grosse inquiétude, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On expose des enfants à des trithérapies, c'est peut-être complètement inutile, d'où l'intervention rapide. Et l'étape après, pour aller plus loin, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir travailler avec une approche plus anthropologique pour effectivement aller plus finement dans des études, plus des études qualitatives que quantitatives, surtout que les effectifs sont faibles, pour voir effectivement quels sont réellement les ressorts qui peuvent expliquer cela. On a quand même, je n'ai pas détaillé, regardé aussi ce qui pouvait être lié juste au fait qu'on soit dans une étude qui, par exemple, offre une prise en charge des examens complémentaires qui sont habituellement payants en Guinée. Donc on s'est dit c'est peut-être quelque chose qui va intéresser les femmes ou le remboursement des transports, mais finalement ça ne ressortait pas du tout. Très bien, merci. Des questions? Oui, Gonzague, oui. Il n'y en a aucune qui a dit U égale U. Passez votre chemin. Alors moi, j'ai pas fait les entretiens, mais a priori de façon assez
je crois que c'est assez habituel dans la relation médecin-malade dans le contexte. Les patients ont un immense respect de toutes les professions de soignants en général. Et donc ce genre d'expression libre est très peu existante. Je veux dire, bon, c'était une plaisanterie évidemment, mais est-ce que ces femmes, elles, par exemple, est-ce qu'elles ont conscience que sous traitement, de toute façon, elles ne transmettent pas le virus ? Alors, on n'a pas posé la question exactement dans ce sens. Moi, je suis assez surpris de l'incroyable participation. C'est vrai que globalement, quasiment toutes les femmes à qui on a proposé l'étude étaient intéressées pour participer. Donc c'est vrai que pour l'instant, l'accès à la charge virale progresse en Guinée, mais il n'y avait pas de charge virale jusqu'à ce que le projet Opéra débute il n'y a pas longtemps. Donc ça reste encore nouveau. Donc je pense qu'au niveau des personnes vivant avec le VIH, il y a excessivement peu d'informations sur le fait qu'une charge virale indétectable permet de limiter de façon importante le risque de transmission. Donc on est vraiment au tout début de ça. Et donc je pense qu'elles n'ont pas encore cette information de façon suffisamment claire. Toute dernière intervention, sinon on ne va pas être dans le temps. Valériane. Merci beaucoup.